Rééquilibrer son portefeuille dans le CELI si on a quelques FNB, faire un équilibrage aux 6 mois par exemple, ou mieux aller avec un certain pourcentage. Bonne question, dans le fond. Rééquilibrage, là, c'est que c'est. Quand tu as des FNB individuels, normalement, un rééquilibrage une fois par année, normalement, ça a du sens. Tu peux le faire 2 fois si tu veux, mais normalement, une fois par année, ça a du bon sens. Mais le rééquilibrage, pour la grande majorité des gens, encore une fois, si tu es vraiment technique, je connais pas tes connaissances, je sais pas t'es où dans ta vie financière, puis tout le kit, là, mais mettons, pour la grande majorité des gens, s'occuper du rééquilibrage va probablement être ça va backfire. Parce qu'ils feront pas des rééquilibrages optimaux. Fait que ça veut dire que souvent, mettons, quand tu rééquilibres, le problème, c'est que, mettons que tu as acheté 4 fonds, OK? Américaine, canadienne, mondiale, marché émergent, supposons. Puis là, tu dis, OK, je veux être, mettons, 25, 25, 25, 25. Exemple. Tu te mets ça tout égal, supposons. Fait que là, à un moment donné, tes actions américaines, ils vont monter, puis tes actions canadiennes, ils vont descendre. Fait que là, tu vas être débalancé. Fait que quand tu vas vouloir te rééquilibrer, comme tu dis, ben là, le problème, c'est qu'il faut que tu vendes des actions qui viennent d'être bonnes pour aller racheter des actions qui viennent d'être pas bonnes pour revenir te rééquilibrer. La plupart des gens, OK, le côté psychologique va faire en sorte que les gens vont faire comme ah là, ça me tente pas tant d'acheter du Canadien, ça vient pas d'être bon, même si techniquement c'est ça qui est à faire. La nature humaine va faire que c'est comme ça va être dur à faire. Fait que d'être tout le temps un robot, de pas avoir d'émotion puis de rééquilibrer systématiquement à chaque année, quelqu'un qui le fait tant mieux, mais la grande majorité des gens seront pas capables. Puis ils vont probablement faire beaucoup plus d'erreurs en rééquilibrant eux-mêmes qu'en ayant des choses qui se rééquilibrent automatiquement, comme par exemple des portefeuilles de tout en un. Là, on parlait de VEQT tantôt, des choses de même. Là. Ben, ça, tout se fait tout seul, tu te casses pas la tête. Fait que là, tu peux pas faire d'erreur avec ça. Fait que c'est vraiment le côté émotionnel qui est psychologique qui rentre en ligne de compte puis qui fait en sorte que le rééquilibrage, pour beaucoup de gens, c'est vraiment comme pas une bonne idée de le faire soi-même. Parce qu'il y a trop d'opportunités de faire des erreurs à cause des émotions, puis de ne pas faire un bon rééquilibrage optimal, puis ça fait en sorte que sur le long terme, bien, ça va affecter le rendement, puis tout ça. Fait que le rééquilibrage, je te dirais, une fois par année, si tu le fais toi-même, puis je te conseille pas nécessairement de le faire toi-même, comme je disais, je pense qu'il y a des solutions qui existent qui sont plus avantageuses pour la grande majorité des gens, mais je ne connais pas ta situation et ton niveau de connaissance. Fait que si tu es un expert de l'investissement, fait 20 ans que tu investis, peut-être que tu serais pas en train d'écouter ce live-là, j'imagine non plus. Mais bref, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans une caisse avec 1 million? Ben oui, sinon les caisses ne seraient pas autant populaires. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ce que ça implique, donc les frais qu'ils payent, le frais total qu'ils payent. Après ça aussi, des fois les gens ne savent pas ce que ça représente sur le long terme, tout ça. Fait que c'est plus ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les institutions traditionnelles, mais qui payent le coût de leur ignorance, que moi j'appelle, que ce soit au niveau des frais ou au niveau de plein d'autres choses. Fait que c'est important juste de. Quand tu es en institution traditionnelle, la question qu'il faut tout le temps que tu te poses, c'est bon, combien je paye, tu vas payer à peu près la même affaire partout, mais qu'est-ce que j'ai en retour de ça? Puis là, c'est là qu'il faut que tu évalues, OK, si ça m'a coûté 15 000 cette année, puis que ton conseiller il a vraiment fait une job incroyable, puis qu'il t'a rajouté de la valeur, il t'a fait sauver de l'impôt, il t'a fait penser à plein d'affaires que tu n'avais pas pensé, puis que tu ressors à chaque rencontre avec 50 000 à chaque fois que tu y parles, c'est bien correct, il rentabilise ses frais, c'est parfait. Mais si à l'inverse, ça dure une demi-heure par année, il t'a rien appris, puis tu penses d'en savoir plus que lui, ben, tu as l'impression, en fait, d'en savoir plus que lui, puis qu'en bout de ligne, ça t'a coûté 15 000, ben là, peut-être que tu n'en as pas pour ton argent, tu comprends? Fait que ça dépend vraiment comme des gens. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent en caisse, puis se considèrent contents, satisfaits. Je dis à la caisse, mais on s'entend, c'est parce que tu me dis ça, là, mais c'est les institutions traditionnelles. Puis il y a des gens qui c'est comme, OK, quand ils réalisent que tabarouette, mon conseiller, finalement, n'a pas fait grand-chose depuis 3 ans, on s'est quasiment pas parlé, puis là, c'est là que des fois, ça amène des discussions à avoir pour dire, là, je pense que j'en ai peut-être pas pour mon argent. T'sais. Fait que la première chose, c'est de s'assurer, est-ce que j'en ai pour mon argent? Bien, premièrement, savoir combien tu payes pour être en mesure d'évaluer si tu en as pour ton argent. Si tu juges que oui, parfait, tu peux rester là, puis c'est bien correct tant que tu juges que tu en as pour ton argent. Puis si la réponse est non, ben, il y a des alternatives qui existent pour gérer tes affaires par toi-même. Bonjour Fred, as-tu déjà vu un scénario client
où un placement non enregistré est avantageux par rapport à un REER, surtout au niveau de la fiscalité, par exemple, déjà le REGOP qui rentre. Ben, tu sais, si tu es stratégique pendant ton décaissement, dans le fond, là, puis que tu planifies bien tes choses, tu sais, le REER, comme j'ai déjà expliqué souvent, c'est juste que tu vas sauver de l'impôt plus tard parce que tu vas en payer moins en le sortant. Parce que tu n'es pas obligé de sortir tes REER en même temps que ton REGOP puis tout déclencher en même temps. Des fois, les gens pensent que quand je vais être à la retraite, c'est comme moi, mais si tu es un peu créatif, tu peux t'arranger pour comme pas tout faire en même temps. Puis il y a comme des choses à calculer. T'sais. Fait que si tu es stratégique, le REER, à cause de l'économie fiscale, va toujours t'avantager, même si c'est un REGOP. Bien anyway, même si c'est un REGOP, tu pourras pas en mettre énormément de REER. Fait que oui, maximise-les pareil avant d'aller dans le non enregistré. Dans le fond, je te dirais que la seule fois que ça serait, mettons, avantageux d'aller dans le non enregistré, ça serait que tu le sais que tu vas payer 20% d'impôt de plus quand tu vas le sortir, mettons, tes REER, ce qui ferait en sorte que tu serais vraiment pas stratégique, tu comprends? Fait que c'est comme ça serait la seule façon que je te dirais, OK, ouais, là, ça peut valoir la peine de pas aller dans le REER. Mais si tu es moindrement stratégique, tu vas être capable de payer moins d'impôts quand tu vas le sortir, ton REER, que ce que tu as fait quand tu as cotisé. Puis ça, ben, le non enregistré ne pourra pas battre ça. Allô Fred, penses-tu qu'à 60 ans, acheter des actions sur Wealthsimple peut être pertinent? J'ai déjà un fonds de pension à prestations déterminées, mais j'aimerais me faire la main dans le monde de la bourse. J'aurai un horizon de 5 ans. Si c'est pour 5 ans, je te conseille pas d'acheter des actions. 10 ans et plus quand tu achètes des actions. Non seulement je te conseille pas des actions individuelles, je te dirais plus des FNB que tout est fait, pour les raisons qu'on a discutées un peu plus tôt dans le live, je sais pas si tu étais là, mais si tu l'achètes, même un FNB, c'est au moins pour 10 ans. Fait que si tu n'as pas 10 ans en avant de toi, je te le conseille pas parce que si il arrive une récession dans 2-3 ans, tu as mis 100 000 là-dedans, ça drop à 60, mettons, puis que tu en as besoin, c'est comme là, tu comprends, tu n'auras pas le temps de te remonter nécessairement. Fait que faut que tu laisses le temps au placement de pouvoir te donner un bon rendement. Puis dans les actions, ça prend au moins un 10 ans et plus pour dire que ça vaut la peine parce qu'à court terme, s'il arrive une grosse récession, ça vient tout scraper le rendement. Fait que si c'était de l'argent que tu n'as pas pantoute besoin et que tu es prêt à perdre, là, ça t'appartient, ça peut être correct. Mais si c'est de l'argent que tu me dis dans 5 ans, je veux m'en servir pour ma retraite, je te le suggère pas, ton horizon il est trop court. Si j'ai 17 ans dans la région et j'aurais environ 18 ans dans un autre... dans le REGOP, j'imagine, tu voulais dire. J'aurais environ 18 ans dans un autre fonds de pension à prestations déterminées après l'établissement de la croyance. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée de sortir mon REGOP et de le placer dans un CRI ou mieux de le laisser dormir jusqu'à 65 ans? OK. Dans le fond, quand tu vas transférer, quand tu vas avoir l'option de transférer, règle du pouce, OK? Règle du pouce, c'est que normalement, si tu as 40 ans et moins, vu que tu as du temps en masse pour faire travailler l'argent en avant de toi, ça va souvent être bon de faire le transfert si tu le mets dans des placements, par exemple, tu sais, à actions puis tout ça, puis tu vas le laisser travailler pendant 20-25 ans. Parce que le pot que tu vas avoir dans 20-25 ans, ce que tu vas pouvoir te donner comme rente avec ça, ça va être plus élevé que la rente si tu l'as laissé, mettons, au REGOP, de quand même pas mal. Fait que là, c'est intéressant. Par contre, si tu es quelqu'un, mettons, tu as 50-52 ans, puis tu te restes juste 7-8 ans pour faire fructifier l'argent, là, c'est mieux de prendre la rente la plupart du temps. Mais il y a toujours un calcul qui est à faire. Fait que c'est pour ça que la meilleure chose que tu peux faire, c'est que la journée que ça arrive, tu vas demander tes relevés, tu vas dire si je transfère ma rente, c'est quoi ma valeur de transfert, puis si je le laisse au REGOP, c'est quoi ma rente que ça va me donner à 65 ans. Puis là, ils vont t'envoyer les documents. Puis là, tu peux faire un calcul après avec quelqu'un en finance. Puis là, il va pouvoir te dire, ben voici tes options, puis voici ce que ça donne. Puis là, tu vas pouvoir prendre une décision. Fait que fais toujours le calcul, super important. Mais normalement, si tu es jeune, c'est plus avantageux de prendre le pot, le transférer dans un CRI, puis le faire fructifier pendant des décennies. Puis si tu es plus vieux, donc 45 ans, mettons, 50 ans, là, tu es peut-être mieux de garder la rente. Mais il y a toujours un calcul à faire parce qu'aussi, dans une question comme la tienne que tu viens de me poser, il y a un autre enjeu à part le rendement, c'est aussi que quand tu es dans un CRI, pour la succession, c'est comme c'est mieux. Fait que, tu sais, exemple, qu'il y a
tu le sais, mettons que tu es malade ou tu le sais que tu as un état de santé que peut-être tu ne vivras pas juste passer 65, 70, mettons. Tu le sais que tu as une espérance de vie limitée, ben là, tu es peut-être mieux de prendre la valeur de transfert parce que ça va être mieux pour ta succession, parce que c'est un pot qu'ils vont pouvoir se partager versus une rente que là, tu peux pas comme donner un pot à la succession. Fait que ça, c'est un autre point. Puis aussi, ben, tu as le contrôle quand c'est dans un CRI parce que tu peux le décaisser comme tu veux, rendu au moment où tu peux sortir de l'argent. Fait que tu peux décider de dire, ben moi, si je veux m'en sortir plus de 60 à 70, je peux. Si je suis dans une rente, c'est ma rente puis that's it. Tu comprends? Fait que c'est d'autres enjeux également, qu'il y en a qui aiment ça, avoir le côté liquide. Fait qu'il avantage le transfert, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que quand tu es rendu là, demande tes chiffres, fais un calcul, puis après ça, tu vas être en mesure de juger qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Si REER et CELIAP sont pleins, la seule dernière option est les marchés boursiers parce que présentement, je paie beaucoup d'impôts sur mes intérêts et ça va toujours continuer d'augmenter. Je prends seulement des épargnes à terme et du... OK, toi, t'as ça, là. OK, t'as des CPG liés au marché. OK, ouais, faut vraiment qu'on se parle. faut vraiment, vraiment qu'on se parle. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher, c'est sûr. Ton REER puis ton CELI puis ton CELIAP, tu peux le mettre là, dans des actions. Tu n'es pas obligé de le mettre dans des choses liées au marché. Fait que, écoute, ouais, on se parle, OK? C'est correct. Je vais te répondre à ça de vive voix quand on va être juste nous deux. En tenant compte de la fiscalité pour VFV, est-ce que c'est mieux en REER ou en CELI? Même question pour VEQT ou autre similaire, considérant toujours la fiscalité, on met quel placement en non enregistré? Ben, dans le fond, techniquement, si tu juges que ton portefeuille, mettons, tu veux avoir VEQT, ben, puis tu dis, moi, j'ai investi pour 20 ans. Ben, tu as juste besoin d'avoir VEQT, puis tu le mets dans le CELI, dans le REER, puis dans ton nom enregistré aussi, puis that's it. Tu comprends? Fait que c'est comme, si tu veux avoir différents fonds dans différentes... Parce que là, tu voudrais être plus en action, mettons, dans ton nom enregistré, mettre un peu plus de revenus fixes, mettons, dans le REER ou dans le CELI. Là, tu sais, ça dépend, t'es rendu où. T'es-tu en phase d'accumulation ou tu t'en vas faire ton décaissement? Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses à checker. Là. Fait que, mais mettons que tu as 15-20 ans devant toi puis tu dis, moi, VEQT, ça me convient comme portefeuille puis c'est ça que j'ai choisi. Ben, pogne VEQT puis aller dans tous tes placements puis that's it. Parce que dans le non enregistré, pour répondre à ta dernière question un peu là, que tu m'as posée, c'est tu veux prioriser les actions. Parce que les actions, c'est juste quand tu vas déclencher ton gain que tu vas payer de l'impôt. Fait que si tu es pendant 10-15 ans puis tu vends pas, ben tu n'as pas d'impôt à payer à part sur la petite partie de dividende que tu reçois, mettons que tu es dans VEQT. Mais sinon, tes actions, tes parts de VEQT, tant que tu les as pas vendues, tu ne payes pas d'impôt. Fait que c'est extrêmement avantageux versus d'avoir du revenu fixe, que là, tu payes de l'impôt à chaque année dans ton non enregistré. Fait que dans du non enregistré, tu veux avoir le plus possible d'actions. Là-dedans, c'est ça qui est le plus avantageux, surtout si tu investis à long terme.